Donc moi, je suis très content d'avoir revu ce film dans une vraie salle, euh, avec un grand écran et des enceintes qui permettent d'entendre tous les sons, parce que je pense que c'est pas qu'un film qui raconte une histoire, c'est un film qui donne à voir quelque chose. Ouais, il y a vraiment des partis pris de réalisation qui sont assez forts. Euh, donc c'est un film qui, comme le titre l'indique, parle de la mort, un sujet dont on parle parfois, mais sur lequel on a parfois du mal à voir des images, qui est très intéressant à plusieurs titres, hein. Déjà, il est très intéressant parce il est très lié avec un sujet qui est très mobilisateur. Je vais beaucoup dans des débats sur l'agriculture, sur l'avenir de l'agriculture. Il arrive toujours à un moment où la salle s'écharpe autour du débat, autour du véganisme et de la mort des animaux. Donc j'espère qu'aujourd'hui on ne va pas s'écharper, on va pouvoir discuter. C'est important. Donc ça parle d'un sujet d'actualité, hein, la souffrance animale, la mise à mort, notre rapport à l'animal, qui a monté en France au moins depuis la moitié des années 2010. Ce qui est intéressant, vous avez vu qu'il y a un abattoir, ça se passe au Vigan. Le Vigan, c'est un des abattoirs qui avait été mis en cause par L214, qui avait été ensuite repris par des agriculteurs, mais je pense que ça, Elsa pourra en reparler. Voilà, donc un sujet qui nous permet d'affronter un sujet vraiment d'actualité, mais en voyant des images un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir, avec une temporalité, des partis pris formels un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'en fait, ça c'est le deuxième point qui me semble très intéressant dans ce film, c'est que c'est un film qui est en fait qui parle de l'élevage, qui parle de l'agriculture, mais qui a un parti pris très radical, c'est que finalement on se concentre vraiment sur un moment qui est celui de la mort. On sait assez peu de choses hein, sur l'exploitation agricole, l'environnement, les protagonistes, la façon dont les animaux sont élevés, et qui va donc se concentrer sur ce moment qui est un moment qui, on l'a déjà dit à plusieurs reprises autour de ce festival, est souvent invisibilisé, hein. On a parlé hier des abattoirs qui sont mis à la périphérie des villes, et là, c'est pas du tout invisibilisé. Là, on est vraiment en plein dedans. Il y a beaucoup de... Alors, je sais pas si les gens sont sortis à cause de la violence des images, mais en tout cas, on a senti que ça faisait réagir dans la salle. Et donc, c'est peut-être une première question sur laquelle je vais me tourner vers mes invités pour les interroger, hein, cette question de qu'est-ce qu'on donne à voir, qu'est-ce qu'on donne pas à voir. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce film, comme disait Sébastien au début, parce que je trouve qu'il est très délicat. Il montre des choses très fortes, mais avec, on sent des réflexions, des partis pris sur où est-ce qu'on met sa caméra, à ras du sol. Il y a des corps qui cachent les carcasses, il y a des buissons qui cachent les carcasses. Enfin voilà, c'est quand même un film qui formellement, et on sent qu'il y a une grande réflexion autour de la façon dont on filme la mort, de qu'est-ce qu'on peut dire de la mort. Alors, je pense que ça c'est lié un peu à la nature de la personne qui a réalisé le film aussi. Donc je vais d'abord passer la parole à Elsa Maury, la réalisatrice. On a la chance d'avoir pour cette table ronde la réalisatrice, enfin, ouf. Euh, et j'ai discuté avec elle hier pour préparer l'entretien. Elle me disait comment je te présente, plasticienne. Voilà. Donc je pense que c'est important. Voilà. C'est pas une réalisatrice seulement. Alors c'est aussi une réalisatrice. Hein, elle a réalisé un film, mais c'est une plasticienne. Donc peut-être la première question, et je vais vous demander de vous présenter peut-être successivement. Donc Elsa d'abord, Anthony ensuite et Félix enfin. Autour de cette question peut-être de qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible hein, dans vos activités respectives. Donc Elsa, comment tu as réfléchi à ce que tu allais montrer, ce que tu n'allais pas montrer, et les effets que tu recherches à travers ça. Anthony, donc Anthony, il l'expliquera mieux que moi, mais il est responsable d'un abattoir, voilà, donc il reçoit du public. Il est un de ces lieux où la mort se donne tous les jours de façon intensive, mais il y a des qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, qu'est-ce qu'on donne à voir, comment on organise son travail. Et puis Félix, qui est un chercheur, un sociologue qui travaille sur ces questions de mise à mort, il me semble, sur la question aussi du croisement entre l'abattage et les pratiques rituelles, le lien avec les religions, hein, et qui a dû certainement réfléchir beaucoup à qu'est-ce qu'il voyait sur son terrain, qu'est-ce que son terrain se donnait à voir publiquement. Voilà, cette question de comment on représente la mort à la fois dans son propre travail et comment les acteurs mettent en scène les propres morts auxquelles ils sont confrontés. Elsa, je te laisse te présenter, peut-être voilà, sur cette question de la visibilité et l'invisibilité. Merci. Merci déjà de l'invitation et d'être tous et toutes ici. Je pense que par rapport à ce film, il y a deux choses que je pourrais dire là-dessus. C'est que donc, moi, en effet, je suis plasticienne, mais je suis aussi chercheuse en art plastique.
Et mon travail se concentre vraiment sur la question de la narration. Donc, j'ai été formée à l'illustration, à la question du récit. Et plus spécifiquement, moi, je m'intéresse à la question des controverses et de comment est-ce qu'on peut proposer d'autres types de récits pour pouvoir justement essayer de décaler un peu des controverses, juste éviter qu'on s'écharpe. Parce que ma connaissance, personne ne s'est jamais écharpé autour de ce film. Et donc par rapport à cette question de comment est-ce qu'on raconte et on redramatise des controverses depuis des points de vue situés, j'avais cette expérience en tant que personne. Enfant, j'ai grandi à la montagne et on avait des animaux à la maison que mes parents n'étaient pas éleveurs et éleveuses, mais comme dans toute économie rurale, il y avait des animaux qu'on élevait et qu'on tuait et qu'on mangeait. Et donc j'ai eu cette expérience enfant d'avoir, je dois l'avouer, beaucoup de plaisir à aider mon père à tuer des poules. Voilà, naïvement, il y avait quelque chose d'assez charnel là-dedans, l'odeur du sang, les plumes, etc. Enfin, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup en tant qu'enfant, et en même temps, j'étais toujours un peu triste. Enfin voilà, j'adorais le poulet à la moutarde, enfin le lapin à la moutarde de ma mère, et j'étais toujours un peu triste qu'il y ait un lapin en moins parce que j'avais noué des liens avec lui. Et quand j'étais enfant, mes parents m'avaient conseillé, comme on fait souvent à la campagne, de ne pas nouer trop de relations avec les animaux qu'on allait manger, pour éviter justement d'avoir une séparation difficile. Mais quand on a 5-10 ans, c'est difficile de ne pas s'amuser avec des chevreaux, avec des lapreaux, etc. Donc j'étais tout le temps en train de tisser des relations et de les manger. Et donc ça se faisait dans une forme de continuité. C'était pas si dramatique que ça. Et puis il y avait aussi cette question du plaisir, etc. Et donc j'avais cette expérience en tant qu'enfant. Et puis adulte, j'ai déménagé en ville. J'ai eu une période où j'étais végétarienne aussi. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui avaient un rapport très distant à la viande en tant qu'objet. Je me souviens avoir eu une colocataire qui un jour m'a dit « Ah, il y a du poulet à 2 € à Carrefour ». Et moi, j'étais là « Mon Dieu, 2 €. Enfin, sachant que Carrefour prend 70% de marge, donc ça veut dire que... Enfin bref, c'était impensable pour moi. Et donc, je me suis dit, justement, par rapport au fait que j'ai été formée à la narration, que je m'intéresse à cette question des controverses, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir un récit du point de vue des personnes qui vivent avec des animaux et qui vivent avec cette trajectoire des animaux vivants et de la viande. Je me suis dit, il y a un peu plus de complexité de ce point de vue-là, qu'on pourrait, voilà, des histoires qu'on pourrait raconter et qui pourraient permettre d'épaissir un peu ce rapport distant à la viande en barquette, sous cellophane, en supermarché, etc. Ceci étant dit, moi, j'ai dû refaire le trajet. Donc, je reviens sur cette question de la visibilité. J'avais ce projet de faire une thèse et un film sur ça, mais j'ai dû réapprendre à voir. Donc, ce que je voyais en étant enfant sans aucun problème, ça a été quand même quelque chose qu'il a fallu que je réapprenne à voir. Rentrer dans les abattoirs, au départ, c'est l'odeur plus que la vue, et c'était important pour moi de le faire avec une personne de confiance, qui était Nathalie, donc la bergère qu'on voit dans le film. Et je ne savais pas filmer avant de faire ce film, donc j'ai appris à filmer en même temps qu'elle apprenait à élever et à tuer. Et donc cette histoire du cadrage, c'était aussi beaucoup pour moi au moment où donc j'ai fait 3 ans de terrain avec elle. C'était aussi, il y a eu plein de moments différents, mais c'était aussi, par exemple, je pense au moment du pyjama, qui est un moment un peu difficile au début du film. Filmer était aussi pour moi une manière de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez compliqué d'être spectateur ou spectatrice de ce type de scène sans rien faire, sans participer. Et donc, du coup, en filmant, et sachant la scène du pyjama, en fait, quand on regarde bien, je filme avec la main droite, avec la main gauche, je tiens la nielle pour qu'on la mette dans le pyjama. Enfin, bref. Donc, on avait aussi un accord avec Nathalie qui était que j'étais tout le temps en train de l'aider parce qu'elle avait besoin, en fait, de bras. Et en même temps, moi, je m'appuyais sur son corps et sur son regard pour pouvoir réapprendre à voir. C'est des scènes qui peuvent être difficiles, en effet, à observer. Et donc, je crois qu'il y a vraiment eu cette construction du regard au fur et à mesure. Et j'ai essayé de faire ce film. Je sais qu'il est difficile à voir, mais j'ai essayé quand même d'amener une espèce de progression dans cet apprentissage du regard. Comment est-ce qu'on apprend à regarder avec elle et être, jusqu'à un moment donné, essayer d'être émerveillé avec la vétérinaire de ce qu'on voit.
Et en se disant, c'est pas quelque chose, en fait, pour moi, la question de la mort, c'est pas on voit ou on voit pas l'abattage, mais vraiment comment est-ce qu'on peut réapprendre à voir, avec qui. Il faut à ce moment-là, d'après moi, être en confiance par rapport à la personne qui nous amène à voir, et donc se dire qu'il y a vraiment aussi une question d'accompagnement. Et donc ça a été pour moi une trajectoire, puis après en salle de montage, j'ai revu le truc 1000 fois, maintenant je peux les voir sans problème, mais ça a été aussi une trajectoire à refaire. Anthony, alors, peut-être tu peux... je crois que c'est allumé. Allô. Ouais. Tu peux peut-être te présenter, hein, et puis Bien sûr. on parle de ce qu'on donne à voir, ce qu'on ne donne pas à voir, et puis Ouais, des bien sûr. apprentissages. Je trouve que c'est intéressant aussi. Toi-même, tu as dû peut-être apprendre à faire avec la mort. Exactement. L'image qu'on a aussi de ce que c'est. Bon, alors du coup, moi je suis donc Anthony Durruti, je suis gérant de l'abattoir Aldavia à Ossès. On est un abattoir de volailles. Donc voilà, notre activité principale tourne finalement beaucoup autour de ce qu'on a vu là, l'élevage dans une finalité de consommation, donc qui passe forcément par la mort. Et c'est vrai que nous, on est dans un milieu qui est très confidentiel. Les gens n'ont pas la curiosité de taper à la porte d'un abattoir et de demander comment ça se passe. C'est peut-être pas que c'est tabou, mais on touche un peu à l'imaginaire des gens qui se refusent à penser qu'on a tué l'animal pour le manger. Et comme on touche à l'imaginaire de quelque chose qui pourrait être sordide et qui pourrait faire peur, et où on pense qu'il y a de la souffrance et du sang et des odeurs, etc., on préfère un peu l'écarter et l'oublier. Et pourtant, un abattoir de volaille ou n'importe quel abattoir, ça se visite. On n'a rien à cacher, forcément. On a des méthodes et des pratiques qui sont contrôlées et qui sont en adéquation avec nos idées. Et aussi, la principale information, c'est que l'abattage, ce n'est pas notre activité préférée dans notre métier. Mais on est obligé de passer par là. Et moi, en termes de visibilité, je le fais visiter tous les jours, mon abattoir. J'ai des clients qui viennent, des curieux, on a fait des portes ouvertes, ça peut se faire. En réalité, les gens ne le demandent pas. À part des bouchers qui connaissent le métier, qui en ont déjà vu et qui veulent voir comment ça se passe. Le souci, je pense, moi, enfin, un des soucis ou une des raisons à cela, c'est qu'un animal, avant qu'on l'abatte, on va essayer de le personnifier. On lui donne un prénom, on s'en occupe, on lui parle. Tous les personnages Disney, ce sont des animaux. On est dans cette optique-là. Et une fois qu'on l'a abattu, on essaye d'aller le plus loin possible de l'animal. Donc les morceaux qui se vendent le plus en viande, c'est des morceaux sans os, sans gras, sans peau, pour avoir de la protéine et qui ressemble le moins possible à l'animal original. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Les ventes de produits sont dans ce sens-là aujourd'hui. Donc je pense que les gens ont peur de la mort, ce qui est normal, parce que ça nous rapporte à notre propre mort. Hein. Voilà. Mais je pense qu'il y a un cap à passer déjà, par exemple, pour voir ces images, mais pour voir, ou pour même travailler dans un abattoir. Les gens, à un moment donné, il faut qu'ils aient un déclic qui leur permette d'accepter de faire ce qu'ils font. Tout simplement. Donc Félix, peut-être, tu peux te présenter et puis réagir à cette première question, un peu ce que ça t'évoque, ce thème. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc Félix Jourdan, alors je suis chercheur associé à l'UMR Innovation à Montpellier. Alors je suis pas rattaché je travaille pas au CIRAD, mais j'étais à l'UMR Innovation où je suis toujours associé à l'UMR Innovation, mais j'ai fait ma thèse là-bas surtout. Donc l'UMR Innovation où il y a le CIRAD notamment, mais moi c'était côté INRA. Donc voilà, c'est juste la précision. Et je suis aussi aujourd'hui attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Montpellier. Alors sur cette question évidemment de montrer, pas montrer, c'est une question qui est depuis très longtemps au cœur des études socio-anthropologiques relatives à la mort des animaux. Moi c'est ce que j'ai aimé en fait dans ce documentaire. Alors, si on prend dans ce film, pardon, si on prend le film de ce matin qui était plus une promotion justement d'un modèle alternatif ou qui se voulait l'être, là on était plus dans le réel du travail de mort qui dans toute sa complexité et sa difficulté à regarder justement.
mais voilà, on n'était pas forcément dans la promotion de quelque chose d'alternatif, ou plutôt d'une alternative, mais sans cacher les aspects déplaisants. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce film-là, d'autant que si on regarde l'évolution donc de la mise à mort des animaux en Occident, d'une manière générale, en Europe, en France, en Europe occidentale, eh bien, on voit que dès le 19e, cette exigence de mettre la mise à mort des animaux à l'écart, elle est présente. C'est vraiment à partir de fin 18e, début 19e, on a d'abord la création des abattoirs, et puis petit à petit, on a une espèce de processus de dépublicisation, c'est-à-dire de sortie de l'abattage de l'espace public, dans le but dans l'objectif, oui, de le reléguer dans l'enceinte des abattoirs. Donc progressivement, auparavant, on avait, même jusque dans la première moitié du XXe siècle, et même dans les années 60, 70, etc., il y avait tout ce qu'on appelait les tueries particulières, donc c'était les abattages clandestins, du coup, puisqu'on était dans une construction d'un monopole de l'abattage par les abattoirs, mais il subsistait quand même ce qu'on appelait les tueries particulières, et progressivement, elles ont disparu. Et donc on a, avec le processus de déruralisation, etc., on a eu un rapport à la mort animale qui s'est progressivement effacé. De sorte qu'aujourd'hui, c'est très rare d'être en contact direct avec la mort des animaux, à part les ouvriers d'abattoir et à part les éleveurs qui continuent et puis les vétérinaires aussi. Enfin, voilà, on a une délégation à certains corps de métier du rapport à la mort. Et c'est vrai que moi, ça me faisait penser finalement d'un point de vue, quand on regarde les choses sur le long terme, on voit qu'il y a une double rupture en fait, parce que historiquement c'est les bouchers qui s'occupaient de la mort des animaux, ils achetaient les animaux, ils les mettaient à mort, et on a une première scission entre donc l'abattage et la boucherie. Et puis une deuxième scission aussi entre l'abattage et l'élevage, puisque les éleveurs, et ça reste courant, mais aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus cadré, beaucoup plus réglementé, beaucoup plus rare, mais la mort des animaux faisait partie du métier d'éleveur, et aujourd'hui c'est un enjeu de recoller un petit peu les morceaux, si je puis dire. En tout cas, on a eu ce double processus historique de scission finalement entre boucherie, élevage et abattage. Il s'est fait un petit peu sous l'effet de trois grandes dynamiques. On a une spécialisation des activités. Et du coup, je veux dire, en créant l'abattoir et plus tard en industrialisant, je reviendrai là-dessus, quelque part on a fait de l'abattage une fin en soi, une activité à part entière. Donc ça veut dire que ça devient la finalité. Or, quand on se penche un petit peu du côté de l'élevage, la mort, c'est pas la finalité de l'élevage, c'est la fin de l'élevage. Parce que c'est la rupture finalement du lien d'attachement qu'il y avait avec les animaux, de la relation d'élevage. Et l'éleveur, avant tout, élève des animaux. Son métier, c'est d'élever, c'est pas d'abattre. Et donc, en spécialisant les activités, donc l'abattoir était un petit peu désencastré, l'abattage des animaux était un petit peu désencastré. Si on rajoute à ça, ce que je disais tout à l'heure, le processus de dépublicisation, donc de sortie de l'abattage de l'espace public, où là on a une invisibilisation des lieux de mise à mort, et on va avoir une délégation finalement de la charge morale, même affective, physique aussi, à une minorité de personnes, dont les ouvriers d'abattoir. Et puis le processus d'industrialisation, où là on a fait primer finalement les aspects techniques, productifs, sur les autres dimensions. Et donc on a un impératif de fluidité industrielle. Pour moi, c'est ça qui caractérise en fait l'abattoir, presque peu importe sa taille. C'est un impératif de fluidité industrielle, pour reprendre une expression du sociologue François Watin, un objectif finalement de continuité des opérations productives, que tout s'enchaîne, etc. Si on prend la conjonction de ces trois éléments-là, on a eu une espèce de scission entre élevage, abattage et consommation de la viande, qui fait qu'il y a un vrai malaise du coup dans l'acte le fait de voir la mort des animaux. Quelque part elle est découplée. Et ce que j'ai aimé là, c'est que finalement ça recrée de la cohérence. Ça recrée de la continuité déjà et de la cohérence. Et même si c'est difficile, parce qu'on le voit dans toutes les phases, je veux dire, à chaque fois qu'il y a une brebis, quand la brebis elle est coincée, il faut l'abattre, il faut l'achever. Quand l'agneau est né, mais il respire pas, il respire, ou plutôt il est entre la vie et la mort, il faut l'achever aussi. Et moi, il était trop turbulent, du coup on le met à mort également.
on voit qu'il y a l'élevage, enfin, le rapport à la mort est indissociable des activités d'élevage. Et ça recrée, je trouve, justement une visibilité. On est plongé dans ce qu'est le rapport à la mort à l'intérieur de l'activité d'élevage, quoi. Alors, justement, peut-être pour réagir à cette thématique qui est celle de la spécialisation des activités de prise en charge de la mort, on va le dire un peu comme ça. Enfin, je sais pas, une question pour toi, Anthony, puis une question pour Elsa. Anthony, donc dans ton abattoir, donc c'est un lieu de spécialisation. Voilà. Absolument, oui. Toi-même, tu m'as dit que tu étais éleveur au départ, fils d'éleveur en tout cas. Ouais. Comment vous travaillez à éviter les problèmes qui s'ensuivent par une trop grande spécialisation, c'est-à-dire la perte de sens de la mort pour les travailleurs, par exemple. Oui. On parlait des cadences. Voilà, une des critiques qui a été beaucoup adressée à la dureté des conditions de travail des abattoirs, c'est les cadences. C'est la dépersonnalisation qui entraîne une intensité du travail fort. Voilà. Comment vous, chez Abalia, vous réfléchissez à ça? Et puis, une question ensuite pour Elsa. Donc là, on a une forme d'utopie qui est, enfin moi c'est ce que je comprends, incarné par cette éleveuse, qui est en fait l'utopie, c'est de pouvoir aller justement de la naissance jusqu'à la mort, puisque le film il est construit autour de la naissance et de la mort, et de pouvoir finalement, pour les êtres auxquels on est attaché, mourir à domicile, mourir à la ferme, avec donc le combat politique qu'il y a eu, ça on pourra en reparler, pour les abattoirs mobiles et des choses comme ça. Voilà, donc toi, qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette utopie de mourir et peut-être même au-delà de l'élevage, parce qu'en fait, tu me disais en préparant la session que tu travailles aujourd'hui sur les laboratoires. En fait, cette spécialisation de la prise en charge de la mort, on la trouve dans d'autres domaines. Je veux dire, quand on travaille dans des labos scientifiques, il y a des animaleries avec des gens qui sont spécialisés dans les animaux. Voilà, c'est pas quelque chose qui concerne que l'agriculture et que notre rapport à la viande destinée à la consommation humaine. Je pense que la spécialisation de la mort et que peut-être aujourd'hui on essaye de rédomestiquer ce rapport-là. Donc peut-être Anthony. Alors déjà, par rapport à ta question. Moi, je suis persuadé que tous les scandales qui sont apparus dans les abattoirs ces dernières années, depuis 2017, je crois que ça avait commencé au Vigan d'ailleurs, ils sont apparus suite à une volonté d'augmenter les cadences, de travailler mécaniquement, d'aller toujours plus vite et de plus faire attention aux animaux. Je suis persuadé qu'un atelier comme nous, ou un abattoir en général, il doit donner son importance à l'éleveur, mais aussi à l'animal. L'éleveur dans le sens où on prend en charge son animal pour lui donner la meilleure mort possible, et l'animal pour mettre toutes les conditions possibles pour que l'abattage, la mise à mort, se fasse dans les meilleures conditions aussi. Ça, c'est un travail qui est inversement proportionnel à la cadence qu'on met en place dans son atelier. Quand on se limite à des cadences raisonnables, chacun mettra le raisonnable où il pourra, forcément, mais quand tu limites des cadences, quand tu formes le personnel, parce que bien souvent, on en parlait tout à l'heure, du personnel d'abattage arrive sur chaîne, premier jour, bonjour, vas-y, je te montre une saignée et tu fais toutes les autres comme ça. En vrai, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, par exemple, dans notre métier, on a des formations qui sont obligatoires pour le personnel qui est dans la partie tuerie. Des formations au bien-être animal, au contrôle des animaux ante-mortem et post-mortem. Et on a plein de choses qui sont mises en place qui nous empêchent de dévier. Et elles vont aussi pour moi dans le bon sens, parce qu'il y avait quand même du travail à faire, même dans un atelier comme le nôtre, il y a quelques années, même si on avait des petites cadences et des volumes qui étaient peu importants, les méthodes étaient peut-être à l'ancienne. On endormait moins bien les volailles avant de les abattre. On était moins efficace dans la manière d'abattre. Je pense que les progrès viennent d'une volonté personnelle
déjà des personnes qui sont à l'atelier et de la direction qui met des limites et qui explique et qui pose des règles claires. Je pense que c'est un sujet épineux. Un salarié ou n'importe qui, même un paysan qui décide pour la première fois d'abattre un animal qu'il a élevé, il faut prendre conscience de son geste, le faire, tuer l'animal, et c'est pas quelque chose qui est sans réaction déjà de l'animal ou de soi-même. On sait qu'on donne la mort, on peut louper le geste, ça peut partir en vrille assez facilement. Il y a des choses qui s'apprennent, ça vient pas tout seul. Pourtant, nous-mêmes, on est des animaux, chasseurs-cueilleurs, on peut dire ce qu'on veut, on a des choses dans les gènes, mais il y a des choses qui s'apprennent et qui ne s'inventent pas. L'éleveuse, là, on voyait qu'elle elle se renseignait auprès d'un vétérinaire ou d'un maître berger ou pour lui apprendre à faire les gestes et les bons gestes, pour respecter l'animal et l'abattre dans les bonnes conditions. Je pense que c'est des choses qui s'apprennent partout, que ce soit dans les petits abattoirs, chez les agriculteurs ou même dans les plus gros abattoirs. Tout dépend le temps qu'on accepte d'y accorder. Oui. Cette question de l'utopie, c'est une question un peu compliquée pour moi, je pense. Parce que donc je travaille sur des questions morales, mais très important d'essayer d'éviter toute forme de moralisme et de position extérieure pour juger a priori si ça se passe bien ou pas. Ça a été vraiment important pour moi en tant que méthode d'enquête de ne jamais mieux savoir que la personne avec laquelle je travaillais comment est-ce qu'il faut faire. Et donc personnellement, moi j'ai pas d'utopie par rapport à ça. Je peux essayer de relayer la position de la bergère qui est probablement, qui est en plus une position en mouvement, et il faudrait lui demander aujourd'hui ce qu'elle est. Mais en tout cas, je sais que ce que j'ai trouvé intéressant dans le travail que j'ai fait de terrain avec elle, c'est que il n'y avait pas de bonne solution par rapport à cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est à un moment, en effet, où il y a les vidéos L214 qui sortent, etc. Nathalie est déjà à la base pas convaincue par l'abattoir, il faut dire. Le système d'abattoir à la chaîne industriel, c'est-à-dire où même l'abattoir du Vigan, qui est le plus petit abattoir de France métropolitaine, à chaque fois qu'on parle d'un abattoir, on parle en tonnage. Il y a vraiment une question, il y a cette histoire de Félix a raconté, secteur sale, secteur propre, on est sur un travail à la chaîne, et donc elle était déjà pas convaincue par ça, mais ceci dit, c'est une obligation légale. N'oublions pas de passer par un abattoir pour pouvoir vendre sa viande. Mais ceci dit, on est quand même à un moment donné où l'abattoir ferme, ils reprennent l'abattoir en coopérative avec les éleveurs et les éleveuses. Ils se disent « Ok, on va travailler nous-mêmes » parce qu'en fait, demander à quelqu'un d'aller travailler 5 jours par semaine, 8 heures par jour dans un abattoir, on trouve que ça ne va pas. Et donc du coup, parce qu'en fait, les dérives qu'il y a eu à l'abattoir du Vigan sont réelles. Donc est-ce que on ne peut pas prendre ça en charge, nous, sachant que c'est des éleveurs et des éleveuses, ils ont un travail déjà monstrueux, c'est des gens qui travaillent 365 jours sur 365. Et donc, par exemple, d'imaginer que la bonne solution, l'utopie serait que ce soit les éleveurs et les éleveuses qui, parce qu'ils connaissent les animaux, fassent ce travail de mise à mort, et pas forcément... Déjà, en fait, tous les éleveurs et les éleveuses n'ont pas du tout envie d'aller travailler à l'abattoir. Il y en a, c'est une toute petite équipe par rapport aux utilisateurs et aux utilisatrices de l'abattoir. Donc, qui a envie d'aller prendre du temps sur son boulot pour aller là-dedans? Et donc, elle, par exemple, si on parle de cette question d'utopie, idéalement, elle voudrait que ce soit plutôt les mangeurs et les mangeuses qui tuent la bête. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'on apprenne ça à l'école. Donc bref, ça commence à devenir une utopie un peu compliquée. Mais donc si on parle vraiment d'idéal, elle pense que la question de la responsabilité... En fait, c'est vraiment des questions de où est-ce qu'on met la responsabilité. Et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un mouvement où les éleveurs et les éleveuses disent « Ok, nous, on veut bien reprendre cette responsabilité. » Certains n'ont pas envie de le faire eux-mêmes, mais ils pensent à ces histoires de camions pour que ça vienne sur le lieu d'élevage, etc. Je pense que pour Nathalie, il y a cette question, en effet, que ça se passe à l'extérieur parce que elle travaille en plein air et en pâturage intégral. Donc en fait, c'est
ces animaux ne connaissent pas les bâtiments. Ils ne connaissent pas les voitures. Donc en fait, le trajet à l'abattoir, c'est la première fois qu'ils vont dans une remorque pour beaucoup. C'est la première fois qu'ils vont rentrer ils vont rencontrer des cochons, des veaux, parce que c'est comme ça que ça se passe à l'abattoir. On les amène la veille à jeun, pour qu'ils puissent être à jeun le lendemain. Il y a des sons, des odeurs, enfin bref. Il y a des animaux pour lesquels c'est moins problématique parce qu'ils connaissent déjà des cochons ou ils connaissent des bâtiments. Et donc je pense qu'il n'y a pas de... C'est pour ça que cette question de l'utopie est compliquée. C'est comme s'il y avait une bonne version. Et le travail que nous, on a essayé de faire, enfin, surtout moi, mais en accord avec Nathalie, c'est d'essayer de multiplier les versions par rapport à cette question de la mort, en se disant déjà, en fait, moi, j'avoue qu'au départ, je pensais faire un travail sur l'abattage des animaux d'élevage, et en fait, je me suis rendu compte que la mort était présente au quotidien dans l'élevage. Et donc, du coup, il y a des situations d'accident où il faut donner la mort en dehors de l'abattoir, avec quel outil, comment, dans quelle situation, etc. Et donc, d'essayer plutôt de venir à partir d'une situation très concrète qui est ce troupeau-là, déjà de montrer qu'en fait, en fonction des individus, de l'histoire qu'on a avec une brebis, c'est plus difficile qu'avec un agneau. Et donc, voilà, en tout cas, pour moi, pour cette... question-là, je ne suis pas capable, et je crois que voilà, Nathalie, dans son idéal, il y aurait cette histoire où les mangeurs et les mangeuses prendraient une plus grande part de responsabilité, mais ça demande de déplacer énormément de choses. Donc voilà. Ok, bah, je vais m'adresser aux mangeurs et aux mangeuses. J'en ai vu plusieurs manger du pâté ce midi. Ouais, vas-y, ouais. Non, c'est par rapport à ce que disait Elsa, parce que ça m'a fait penser justement l'abattoir du Vigan et l'abattoir de Guillestre aussi. Ce sont donc deux très petits abattoirs qui ont la particularité d'avoir été repris par des éleveurs. Et ça, c'est assez rare pour être souligné parce que donc depuis les années 60-70 et l'industrialisation des abattoirs, alors auparavant c'était des bouchers, donc les bouchers ont été remplacés par des ouvriers spécialisés, qu'on appelle aujourd'hui des opérateurs en transformation des viandes, quoi. Donc la question de la mort aussi, elle y est toujours pas. Mais ce que ces éleveurs donc ont voulu refaire, c'est prendre, alors je crois, un jour ou 2 jours par semaine, je ne sais plus dans le détail, et retourner, investir l'abattoir et s'occuper eux-mêmes des animaux et de leurs animaux. Et là, effectivement, il y a, il y a une diversité d'attitudes, de positions, parce que pour certains veulent accompagner les animaux jusqu'au bout et mettre à mort leurs propres animaux. Pour d'autres, ils peuvent tuer les animaux des autres, mais certainement pas les leurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette problématique, cette question qui a été soulevée donc, tout au long du film, qui est la relation d'attachement, le lien d'attachement aux animaux. C'est ce qui fait, à partir du moment où justement on rentre dans une relation avec l'animal, le mettre à mort, ça devient beaucoup plus compliqué. Et moi, j'ai fait des entretiens avec, au-delà des abattoirs, avec des tueurs occasionnels qui tuaient à la ferme, qui tuaient pour leur consommation personnelle, etc. Et ils me disaient, au début, voilà, on prend des volailles, on fait un petit poulailler, etc. Bon, à partir du moment où on crée du lien avec eux, ça devient beaucoup plus compliqué de les tuer. Donc on demande à quelqu'un de venir le faire. Et pour rebondir sur la question de la spécialisation, on a vraiment la relation d'attachement, elle est au cœur de l'élevage. Et plus on s'éloigne de l'élevage, plus elle tend à se rétrécir. Si on prend les transporteurs et les bouviers ou les bergers en abattoir, donc ceux qui vont manipuler les animaux vivants, il y a un lien affectif qui est généralisé à l'ensemble des animaux, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la relation. Alors, c'est pas du tout la même qu'en élevage, etc., mais il y a quelque chose. À l'intérieur de l'abattoir, parce qu'il y a une spécialisation même interne, vous avez donc on va dire, ce qu'on appelle les bouveries ou bergeries, là où sont logés les animaux en attendant d'être abattus, et puis on a le lieu de mise à mort, et puis après on a toute la chaîne d'habillage. L'habillage, c'est l'exact opposé de ce à quoi ça renvoie intuitivement, c'est le dépeçage. Et vous avez des ouvriers qui sont spécialisés dans l'activité de mise à mort. Et effectivement, là, il y a une absence de lien d'attachement de fait, puisqu'on multiplie finalement l'acte de mise à mort. Donc, on voit qu'il y a une espèce de dilution de cette relation d'attachement. Et même Nathalie le disait au début, dans le film, elle disait je serais capable maintenant de tuer les animaux, parce que les animaux avec qui je n'ai pas de relation particulière. Et on peut, d'ailleurs, c'est peut-être pour cela une des raisons pour lesquelles l'industrie d'abattage tient, c'est parce qu'il n'y a pas de lien d'attachement aux animaux, parce que ça permet de reproduire l'acte en série.
Oui, c'est vrai que cette question de, de l'attachement, elle a été présente dans plusieurs films. Ce matin, on a vu un film où on a mangé Hirondelle. C'était Hirondelle, je crois que ça s'appelait La Vache. Oui, Euh, oui, c'est ça. Avec Effectivement. l'éleveur qui disait qu'il ne mangeait que des viandes qu'il avait élevées. Donc, c'est quelque chose, je pense, c'est marrant, en préparant la session, j'ai lu un peu le dernier livre, je crois, de Charles Stepanov sur les chasseurs, la chasse, et qui évoque aussi que même pour les chasseurs, en fait, ils tuent pas, quand ils tuent un lièvre, ils peuvent tuer un lièvre qu'ils connaissent sur le territoire, enfin que ces enjeux d'attachement et que c'est important pour eux, enfin voilà, ça concerne pas que, voilà, c'est assez complexe en fait comme question. Je vous propose pour qu'on la salle ait le temps de, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui veulent poser des questions, réagir en tout cas, qu'on passe la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des remarques, poser des questions? J'ai une personne là-bas. Oui, bonjour. C'est une question pour Elsa. J'ai deux questions en fait. La première, pourquoi avoir fait le choix de faire parler les leveuses uniquement par écrit, de ne pas entendre sa voix et de ne pas l'entendre parler? Et la deuxième, une question, est-ce que c'est un parti pris de vouloir déranger le spectateur ou pas? Parce qu'on aurait pu voir les mêmes scènes avec d'autres scènes de joie, de très beaux événements entre l'éleveuse et son troupeau. Et là, on n'a vu que les scènes les plus dures. Du coup, est-ce que c'était un choix de déranger aussi le spectateur ou pas? C'est de grosses questions. Mais c'est des questions de dramaturgie. Comme je disais au début, moi de formation, je suis illustratrice. C'est vraiment la question du récit, donc, et de l'articulation du texte et des images. Comment est-ce qu'on raconte des histoires? Il y a une raison assez prosaïque, on va dire. Je vais répondre en plusieurs couches. La première raison pour laquelle il y a du texte et des images dans ce film, c'est que donc, moi, c'est un terrain et un tournage qui s'est étalé sur 3 ans. Mais je vis à Bruxelles et Nathalie, la bergère, elle vit dans les Cévennes. Donc en fait, je fais des allers-retours régulièrement, à peu près tous les mois, pour aller la voir. Mais en fait, on a aussi... elle est en train de commencer à être bergère. Et je deviens assez vite sa correspondante privilégiée pour parler des événements qui se passent dans son troupeau. Parce qu'en fait, comme je disais, pour moi, un des enjeux principaux de ce film, c'était de parler de la question de l'attachement et de comment est-ce qu'on travaille à partir de la question de l'attachement, la question de la mort. Et donc, du coup, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup passé de temps dans son troupeau et à voir des naissances, etc., des maladies, des accidents, des choses qui font qu'en fait, au bout d'un moment, on se raconte des histoires sur les animaux. C'est plus des moutons indéterminés. C'est assez compliqué de travailler avec des moutons, je dois dire, parce qu'en fait, il y a vraiment un corps collectif très important. On dit qu'ils sont grégaires, c'est pas pour rien. Ils se ressemblent très fort de l'extérieur. Et donc, il y a vraiment cette question de comment est-ce qu'on arrive, au bout d'un moment, à fabriquer des histoires et à les distinguer, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait ensemble et qui était assez important, je pense, aussi pour elle, c'est-à-dire de pouvoir m'adresser régulièrement, quand j'étais pas là, ça faisait partie du... Nathalie savait très bien que j'étais en train de faire un travail sur la question de la mort, pas seulement un film, mais aussi une thèse, etc. Et voilà, et donc il y avait cette correspondance, et donc en fait, les textes sont essentiellement, pour les 3/4, tirés de nos échanges par mail ou par message. Et en fait, elle écrit très bien, il faut aussi dire. Et ça m'a semblé être... comme je savais que je posais une question très intime, j'avais pas envie d'avoir un regard impudique aussi sur cette question. En fait, c'est de poser la question des attachements par rapport à la pratique de mort, c'est assez impudique. Je savais que j'étais moi-même gênée, en fait, embarrassée par cette question-là, parce qu'en fait, ça veut dire que je vais montrer à des personnes absolument inconnues un moment difficile de sa vie à elle. Et donc, le fait qu'elle m'écrive et qu'elle-même utilise une forme de mise à distance, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle écrit, généralement, c'est pendant qu'elle pratique la garde, etc. C'est-à-dire plutôt que mettre des mots sur les scènes au moment même, c'est quelqu'un qui commente peu ce qu'elle fait. Mais par contre, le fait qu'elle-même prenne de la distance, du temps, et que moi, quand je suis à distance, elle m'envoie ces mots-là, ça m'a semblé être un bon dispositif qu'elle avait elle-même, d'une certaine manière, inventé.
Je lui ai demandé très vite si je pouvais utiliser ces textes pour le film. Et ça m'a semblé être un bon dispositif pour pouvoir rentrer dans son intériorité sans être trop violent non plus. C'est-à-dire, voilà, sans la faire parler face caméra. Parce qu'en fait, en gros, qu'est-ce qu'on a comme choix quand on fait un film comme ça? Ou alors j'aurais fait une voix off. J'avais pas envie. Pour plein de raisons, je ne vais pas déplier, on n'a peut-être pas le temps. Ou alors, j'aurais pu la faire parler sur ces images-là. Mais ça me semblait être plus pudique d'utiliser ce dispositif-là. Et ça amène en fait à votre deuxième question. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai fait ce choix formel, et donc ça a été un choix formel qui a été énormément discuté en salle de montage, parce que donc, je ne suis pas cinéaste, et toutes les personnes qui travaillaient dans le cinéma autour de moi m'ont dit « c'est absolument pas cinématographique, le texte, ça ne va pas aller ». Moi, j'avais envie de ça, et donc j'avais envie, parce qu'il y avait une idée aussi qui me semblait être intéressante, à partir du moment où je savais que les spectateurs et spectatrices allaient lire le texte, je savais qu'ils allaient donner un corps à cette voix, parce qu'on lit intérieurement, et donc je savais que c'était pas si désincarné que ça, c'est-à-dire qu'il fallait juste trouver un rythme de lecture, un habillage sonore, qui fasse que, au moment où on regarde ce film, on s'approprie la pensée. C'est vraiment un geste d'appropriation de la pensée de quelqu'un d'autre, formellement. Et donc, ce stratagème, donc faire défiler le texte, trouver un rythme, etc., a fait que j'ai dû enlever. J'avais 200 heures de rush. J'ai arrêté de compter à un moment donné. J'avais plus de 200 heures de rush. Et le film fait 1 heure. Donc, j'ai enlevé, en effet, les moments de pâturage, de transhumance, tous ces très beaux moments que je pensais utiliser. J'ai des disques durs si ça intéresse quelqu'un. Mais j'ai dû faire le deuil de ça aussi, donc pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, il y avait ces textes qui prenaient énormément de place sur la table de montage, parce que je voulais leur donner de la place, que ce ne soit pas des cartons avec 10 lignes écrites, etc. Enfin, voilà, et donc, avoir accès à l'intériorité de ça, et à son cheminement de pensée. J'ai essayé de mettre ces textes sur des images, etc. Et en fait, ça nous éloignait du sujet. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment une question de dramaturgie. C'est ce qu'on appelle en montage un ventre mou. À un moment donné où on perd le fil du récit et on ne sait plus où est-ce qu'on est. Ah oui, on a vu une belle transhumance et puis on revient dans le sujet. Et donc, en fait, c'est aussi une question de comment est-ce qu'on tient. Moi, je savais exactement ce que je voulais dire, c'est un travail de thèse aussi, hein, donc je savais que je travaillais sur la question de la mort, Nathalie le savait aussi, et donc l'enjeu c'était aussi de tenir ça, et si ça dérange, moi j'avoue que maintenant ce que je fais avant de montrer le film, je fais un trigger warning, je dis aux gens c'est un film sur la mort, et il va y avoir des scènes difficiles, j'ai pris beaucoup de soin à choisir ce que j'allais montrer, mais c'est un film sur la mort, et je pense qu'il y a aussi des questions En fait, la question de la vie, elle est tout le temps là, elle est tout le temps hors champ, elle est là dans le son, elle est là dans ce que raconte Nathalie aussi par rapport à la question du troupeau, parce qu'en fait, cette question de comment est-ce qu'on fait des choix, de qui est-ce qu'on tue, c'est toujours par rapport à la question du troupeau, etc. Donc je pense que l'écologie du troupeau est là, mais c'est un film sur... Voilà. Je trouve que c'est... intéressant de soulever dans cet enjeu de personnalisation la personnalisation de l'individu et la question du troupeau, quoi. C'est vraiment les deux choses qui sont pensées ensemble. Je pense que Jocelyne Porchet parlait déjà de ça, quoi, de comment on gère à la fois une relation individuelle et une relation collective à quelque chose qui est plus large. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui... Ouais, il y en a une, deux, là-bas, il y a un micro. Il faudra donner un micro, là. Ouais, vas-y. Merci beaucoup pour ce documentaire, Elsa Maury. Moi, je dois m'excuser parce que j'ai fait partie des personnes qui n'ont pas pu le voir et qui sont sorties assez rapidement. Mais je dois dire que dès la première scène, on a vu cet équipement magnifique. Moi, j'ai pensé au V pour version de chez Vinciane Després et le fait que vous commencez avec une scène très forte. Mais j'ai juste une question sur un point qui vous réunit tous les quatre, enfin au moins tous les trois. C'est peut-être, est-ce que... On a entendu se dessiner plusieurs formes d'organisation de la mise à mort des animaux, le camion qui va à la ferme, l'abattage à la ferme, les petits, moyens et grands abattoirs. Est-ce qu'on sait comment ça se passe, est-ce que vous savez comment ça se passe dans d'autres endroits, peut-être dans des pays où il y a un autre type de division du travail social,
Ou par exemple, il y a d'autres attentes sur la mise à mort des animaux, par exemple celles où se recouperaient des attentes de religieux, je sais pas, animistes ou pas forcément animistes. Et est-ce qu'on peut aussi mettre en relation en fait les manières de mettre à mort pour aussi interroger nos sensibilités et le fait que il y a des gens comme moi qui peuvent pas regarder et qui pourtant sont fortement intéressés. Donc merci beaucoup. Peut-être Félix. Tout le monde me regarde. Alors, moi, c'est justement alors la dimension comparative, elle m'intéresse énormément. J'aimerais bien poursuivre, d'ailleurs, sur des enquêtes à l'étranger. J'avais juste fait un terrain, et ça pourrait servir d'amorce, du coup, peut-être pour répondre à la question, un terrain assez rapide, mais en Tunisie. Donc j'avais juste vu un abattoir bovin et un abattoir de volaille en Tunisie. Abattoir bovin, on est sur j'allais dire l'ancêtre de l'abattoir municipal occidental, avec des équipements minimum, avec c'est un vaste espace où vous avez des bouchers qui mettent à mort les animaux dans une salle commune. Voilà, c'est à l'ancienne, quoi, grosso modo, pour le dire rapidement. Et l'abattoir de volaille, par contre, moi j'étais surpris de voir que c'était un abattoir industriel avec le même type de fonctionnement que ce que moi j'avais pu visiter en France ou en Europe. Tout simplement parce que voilà, c'était un fabricant de matériel hollandais, c'était une grande entreprise hollandaise qui avait vendu le matériel. Donc on a un export en fait, espèce de transfert de technologie, ou je ne sais pas comment le qualifier, qui fait qu'on a à peu près c'est des chaînes en fait qui sont conçues pour être clés en main, quoi, si vous voulez. Donc vous avez la chaîne, vous avez la manière, le processus d'étourdissement qui est compris dedans, et ensuite toutes les machines de dépouille, éviscération, etc., etc. Donc c'est en général ils vendent un modèle. Donc il y a un export du modèle aussi industriel qui s'opère par ce biais-là. Et c'était intéressant ce cas tunisien. Moi j'aimerais bien l'approfondir et puis aller voir dans d'autres pays aussi, parce que à la fois il y avait donc un abattoir industriel, un abattoir municipal, artisanal, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, et puis des pratiques d'abattage dans le marché et à la ferme, dans l'espace domestique, etc., qui étaient tout à fait banalisées aussi. Donc là vous avez vraiment une diversité de pratiques avec quand même une évolution, puisque je m'étais renseigné aussi sur le cas du Sénégal, par exemple, où il y a une volonté de construire un monopole des pratiques d'abattage, donc c'est-à-dire sur le modèle de ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est-à-dire dans des abattoirs, les abattages seraient circonscrits à l'abattoir, les abattoirs potentiellement progressivement mis à l'écart. Donc voilà, ça suit un petit peu la même logique pour des raisons à la fois sanitaires, économiques aussi, peut-être morales. On considère que c'est... alors peut-être moins au Sénégal ou en Tunisie, je ne sais pas s'il y a ce rapport-là qu'il y a eu au 19e par exemple en France, où on considérait que mettre à mort un animal, ça pouvait être une source de perversion des mœurs, quoi. C'est vraiment à Paris, fin 18e, début 19e, où le spectacle donné de la mise à mort, on considérait que ça pouvait pervertir les mœurs des plus jeunes, notamment, et produire une espèce de violence sociale. Donc, effectivement, j'aimerais bien aller explorer ça. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas pu le faire vraiment de façon approfondie. Je rebondis juste sur cette question. À ce propos, il y a un film d'Hassen Ferrani, Dans ma tête, un rond-point, qui se passe en Algérie plutôt. Alors, sachant que l'abattoir dans lequel a été tourné ce film a depuis fermé, mais alors c'est assez intéressant, c'est un abattoir municipal et c'est vraiment un lieu de vie, c'est-à-dire que les gens sont là, ils regardent la télé, en même temps. Et donc il y a vraiment, et malheureusement, voilà, c'est aussi la fin. Ça a été tourné il y a une dizaine d'années depuis il a fermé, et donc il y a vraiment cette transformation ailleurs des abattoirs. Mais c'est un film qui vaut le coup pour ça, même s'il parle très peu des animaux. Et juste pour rebondir sur la question animiste, je vais avoir une réponse très vaseuse. Mais voilà, moi je me suis posé un peu la question dans ma thèse parce qu'à un moment donné, après une projection du film, une anthropologue m'a dit que par rapport à la question émoi, donc il y a un mouton qu'on mange dans le film qui s'appelle émoi, et qui a suggéré qu'on cannibalisait ce mouton, la bergère et moi-même. Enfin, j'ai jamais bien compris si c'était la bergère ou moi ou toutes les deux, mais parce qu'on mangeait un animal
qu'on avait connu, et elle disait c'est comme parce que c'est une forme comment dire, de punition, ce repas, d'une certaine manière. C'est comme ça qu'en tout cas l'a pensé la bergère. J'ai été assez mal à l'aise par rapport à cette accusation de cannibalisme dans mon film, je dois bien dire, et je me suis un peu interrogée. Je suis allée voir chez les Vilassa, Fausto, les anthropologues amérindiens, voir un petit peu cette question plutôt de comment est-ce que, là où ça m'a aidé, par exemple, les ontologies animistes, c'est de se dire, en fait, il y a la question des perspectives et de comment est-ce qu'en fait, c'est parfois difficile. Et donc ça revient à cette question de version, c'est-à-dire comment est-ce que ce mouton, en tout cas dans l'histoire de l'élevage qu'a eu Nathalie, alors l'histoire est resserrée dans le film, elle est moins complexe qu'elle ne l'a été dans la vraie vie, mais donc ça a été un mouton élevé au biberon qui a été adorable, qui a grandi, est devenu beau, a eu des grandes cornes, on n'était pas sûr qu'il était bien castré, et puis il était turbulent, et donc il a posé plein de problèmes, et donc finalement elle, en tant qu'éleveuse, ça lui a mis 8 mois entre le moment où il y a eu un accident, lui est rentré dedans. Enfin, il a essayé, en tout cas, de lui rentrer dedans. Et le moment où il va à l'abattoir, elle n'a pas arrêté de se dire oui, non, oui, non. Et puis, elle l'amène à l'abattoir. Et à la suite de ça, donc là, c'est un des rares textes qui ne vient pas de notre correspondance, qui vient d'un échange qu'on a eu, où elle me dit, mais en fait, quand je l'ai amené à l'abattoir, je l'ai revu comme quand il était petit, parce qu'il était tout seul, en fait. Il était en dehors du troupeau, et elle lui a donné des gratouilles pour le féliciter de l'avoir suivi. Donc, profond malaise. Mais en même temps, voilà, moi, là où les ontologies animistes m'ont aidé, c'est de se dire, en fait, plutôt que se dire, parce qu'il y a Dalla Bernardina qui a proposé une forme de criminalisation des animaux en disant, oui, les animaux sont évidemment des personnes pour les éleveurs et les éleveuses, et puis on les criminalise pour pouvoir les tuer et les manger. Mais de se dire, en fait, cette version, elle n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, même après la mort de l'animal, on continue à en parler, et elle continue à se dire, mais peut-être qu'en fait, il essayait pas de me rentrer dedans, peut-être qu'il demandait des caresses, et elle est toujours, en fait, sans savoir comment interpréter le comportement de cet animal-là. Et ça, moi, j'avais trouvé ça plutôt intéressant, en se disant, voilà, il y a une question où c'est quand même compliqué d'avoir une version ferme et définitive de ce que veut signifier un animal, et pour ça, les ontologies amérindiennes sont assez intéressantes. Il y avait une question de Jean-Marc, il me semble. Est-ce que là, ça marche ? Oui. Moi, je voudrais juste d'abord remercier pour le documentaire, parce que je voudrais juste faire le retour d'une urbaine qui, du coup, se retrouve confrontée à ce que vous avez montré. Et je trouve que c'est très important de le voir et que c'est très beau, très respectueux. Enfin, voilà. Donc, je voulais faire ce retour. Et puis, je voulais aussi poser 2 questions, parce que moi, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et donc, c'est 2 petites questions naïves, mais c'est la scène du pyjama. Je n'ai pas du tout compris. Et puis, à la fin, puisque là, dans la discussion, vous avez mis en évidence que c'était l'abattage en abattoir qui était légal, etc. Et à la fin, quand même, on la voit tuer elle-même. Enfin, si j'ai bien compris, mais j'ai peut-être rien compris. Hein, et du coup, et en plus, elle dit qu'il y a une forme, pour elle, que finalement, il y a une forme de paradoxe. Elle envoie à l'abattoir les bêtes avec lesquelles, auxquelles elle est le plus attachée, et qu'au contraire, c'est difficile en fait pour ces bêtes. Donc finalement, elle pose un peu comme presque un idéal de les tuer sur place. Enfin, c'est ce que vous avez redit tout à l'heure. Et donc, je voulais savoir, voilà, si est-ce que c'était possible du coup de tuer comme elle a fait ? Est-ce que c'était légal, etc. Voilà. Merci. Non, c'est pas légal. Voilà, on va régler dans le générique, c'est écrit, c'est sauf pour les cas d'abattage d'urgence et pour sa consommation personnelle. Donc voilà, mais c'est pas a priori, sauf pour en effet. Donc ce qui est absolument interdit, même pour sa consommation personnelle, c'est les bovins, donc et les chevaux. Et les chevaux, oui. Les petits animaux, c'est possible pour sa consommation personnelle ou pour un abattage d'urgence. Mais enfin voilà. Mais donc, il faut quand même les endormir, et tu ne peux abattre que des animaux que tu as élevés toi-même. Voilà. Donc voilà. Mais pour revenir sur cette question donc c'est normal qu'il y ait une question de sens et de trouble, etc. Donc parce que ça revient à cette histoire du texte, de comment est-ce que le film a été construit. C'est-à-dire qu'il y a ces moments de tournage et il y a ces textes qui sont une trajectoire en fait qui est parallèle et qui ne parlent pas nécessairement de ce qui se passe dans les images. C'est pour essayer de construire du sens pour le spectateur ou la spectatrice, mais voilà, la question, le pyjama, c'est un moment assez
intéressant. Les moutons sont assez connus éthologiquement pour une seule chose. C'est vraiment, le seul travail qu'il y a eu sur les moutons, c'est sur l'ocytocine et l'attachement en fait qu'il y a entre les brebis et les agneaux, qui est extrêmement rapide. Ça se passe dans les 30 minutes après la mise bas, jusqu'à 3 heures, ça dépend de l'expérience de la mère. Et là, cet attachement, il a plusieurs indices, on va dire. Le premier, c'est un indice olfactif. Enfin, il y a une reconnaissance, on va dire, olfactive, puis visuelle, puis sonore. Enfin, voilà, tout ça se construit très vite. Mais en tout cas, la reconnaissance olfactive, elle est quasiment immédiate après la mise bas. Et donc, en fait, le pyjama est une stratégie pour faire adopter un agneau à une brebis qui n'en a pas. Un agneau qui n'a pas de mère à une brebis qui n'a pas d'agneau. Il y a plein de stratégies utilisées par les éleveurs et les éleveuses pour faire des adoptions. La stratégie du pyjama est, sachez-le, la plus efficace, mais la plus compliquée. Et donc, elle est rarement employée, mais elle est connue par à peu près tous les éleveurs et les éleveuses. C'est juste qu'il faut avoir un agneau mort. C'est pas toujours non plus... Enfin, voilà, il faut avoir une brebis, comme là dans le film, c'est-à-dire qu'il perd sa petite, elle meurt, donc elle veut sa petite, on prend la peau, on la met sur un agneau qui n'a pas de mère, et puis on espère que, grâce à l'odeur, si ça se fait assez vite, ou alors on peut le faire aussi avec le placenta, elle puisse reconnaître en fait, même ce que dit Nathalie par rapport à ça, c'est que la brebis n'est pas dupe. Elle voit bien, mais elle a un désir d'agneau qui est suffisamment grand pour accepter, on va dire, le troc. Il y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus violentes et qui vont être essentiellement enfermer la mère avec un agneau, lui empêcher de bouger la tête, et donc il y a plein de simuler une deuxième mise bas avec des ballons qu'on fait passer par le vagin, parce qu'en fait il y a aussi, enfin bref, il y a plein de techniques, parce qu'en fait c'est très compliqué de convaincre une brebis d'adopter. On pourrait se dire que tous les agneaux se ressemblent mais en fait c'est pas du tout ça, et on comprend aussi cette importance de savoir reconnaître sa mère ou son agneau très vite, parce qu'ils vivent dans des troupeaux, et donc il faut quand même assez vite en fait pouvoir se déplacer, etc. Et donc ça fait partie des caractéristiques assez intéressantes, on va dire, par rapport. Et moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'était une manière de montrer aussi que dans la pratique de l'élevage, il y a aussi cette question de la mort, elle peut être le soutien de pratiques de vie. C'était vraiment, pour moi, un moment en tout cas important où j'ai compris avec le pyjama de se dire, ok, la mort, on a tendance à la concevoir comme étant un événement individuel et abstraitement mauvais, mais en fait, il peut être déjà là désindividualisé, en tout cas, l'individu est un peu plus trouble, et surtout vraiment le support d'une nouvelle vie, et parce que élever des agneaux au biberon, c'est quand même un peu, enfin pour plein de raisons, mais ça prendrait trop de temps à expliquer, un peu une lourde tâche, et qui n'est pas forcément un cadeau pour les agneaux non plus. Il y a une question de Jean-Marc, puis il y aura une autre question derrière, je crois. Alors merci vraiment pour ce beau film et le débat qui s'engage. J'avais une question sans doute à Elsa sur donc ce lien d'attachement, détachement de l'éleveuse et l'expérience de la mort de ces animaux. L'éleveuse paraît très seule dans le film. Enfin, en tout cas, moi c'est ce qu'elle m'a semblé. Sauf à un moment, le moment du repas où il mange et moi. Donc on devine que l'exploitation est habitée, enfin il y a des bergers, il y a d'autres gens. Donc pourquoi le choix d'avoir focalisé sur l'éleveuse seule? Est-ce que c'est parce que c'est comme ça que ça se passe? Enfin je ne sais pas. Voilà, je voulais avoir un commentaire de la part d'Elsa sur ce choix. Alors c'est vraiment un choix de cadrage, on est d'accord. Donc ça je peux peut-être du coup dézoomer un peu et parler en effet de son système d'exploitation, comme on dit. Alors, comme je disais, elle est en plein air et en pâturage intégral. Donc, c'est une bergère itinérante. Il n'y a pas de bergerie. Au moment du tournage, elle a déménagé 2 fois. Enfin bref. Commencer à raconter ça, c'était un peu compliqué. Elle a changé de compagnon. Enfin bref, en fait, c'était un peu compliqué de raconter sa vie et ça ne m'intéressait pas du tout, en plus, je dois dire. Et surtout, alors, et c'est intéressant que ça vienne au moment du repas, parce qu'il y a eu une version du film, au moment de montage, où on voyait le visage de son maître berger. Parce qu'en fait, la personne qu'elle a au téléphone, elle n'est pas si seule que ça. Déjà, d'une, moi, je suis là tout le temps.
Et c'est pas rien. Mais donc, elle n'est jamais seule puisque je suis là à chaque fois que je filme. Et en fait, comme je disais, il y avait vraiment cette relation d'entraide. J'ai planté quelques kilomètres de clôture, je dois dire. Mais il y a le maître berger qui est au téléphone au début. Et donc, on voyait justement M'endure pas parce que c'était... Et pour moi, c'était important parce que ce repas a été pensé pour le film. Enfin, voilà, il y a eu plein de raisons à ce repas-là, mais le film a fait partie des raisons... Enfin, ou en tout cas, moi, à un moment donné, je lui dis, bon, il faut qu'on s'organise, quoi. Et donc, qui était invité autour de la table? C'était son maître berger, son compagnon, et un cercle très intime, parce que je crois qu'il y avait vraiment cette question de avec qui est-ce qu'on mangeait moi. Et pour l'anecdote, par exemple, c'est la seule scène du film où c'est pas moi qui filme, parce que ça nous a semblé impossible, autant à Nathalie qu'à moi, que je ne mange pas et moi. J'ai essayé de filmer en mangeant, c'était pas génial. Et donc j'ai dû demander à quelqu'un de venir filmer, parce qu'en fait, ça nous a semblé à toutes les deux plus important que je sois à table qu'en train de filmer. Ça a fait un bazar, parce que du coup, pour la première fois, quelqu'un est venu. Enfin bref, c'était bizarre. Ça a fait tournage tout d'un coup, mais voilà, on l'avait décidé comme ça, parce que c'était plus important que je sois à table. Et donc il y a eu une version de montage où on voyait, j'étais assez contente, c'était d'ailleurs pas moi qui filmais, probablement pour ça, chant contre chant, on échangeait sur qui est-ce qu'on mange, et moi. Et on voyait le visage du maître berger, et puis donc ces visions de montage, et puis après, je sais plus qui, mais m'a dit oui, le mari. Je dis, mari. Et en fait, il se passe que, comme c'était la première figure masculine qui apparaissait dans le film, tout d'un coup c'était le mari, et moi je me suis dit mais c'est pas du tout son mari, et je me suis dit que j'avais pas du tout envie qu'on se pose ce genre de questions, que ce film était vraiment sur la question de la relation de cette femme avec ses animaux, et que certes il y avait des humains autour de ça, mais que à partir du moment où on introduisait des humains dans le film, les gens commençaient à se poser des questions qui moi m'intéressaient pas du tout, et donc je voulais que par exemple le repas on était Sure et moi. Et si on commençait à se poser des questions d'avec qui est-ce qu'elle partage sa couche, enfin voilà, c'était pas du tout le projet du film. Donc j'ai dû couper les têtes, quoi, en gros. Et voilà. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et c'est toujours un peu difficile de prendre ça en pleine figure sur grand écran. Mais c'est bien de regarder là où ça fait mal. Alors, j'ai une petite comparaison qui vous paraîtra peut-être pas très pertinente. Vous avez parlé de spécialisation, de la mort, où on écarte tous ces lieux d'abattage d'animaux, loin des villes, etc., loin du regard. Et je me disais, c'est la même chose quand on met les vieux dans les EHPAD, parce qu'on ne veut pas voir la mort, on ne veut pas voir les vieux, on ne veut pas voir la maladie, et finalement, on va se spécialiser avec des services de soins palliatifs, etc., etc. Donc, je me dis que peut-être la comparaison n'est pas très, très opportune, sauf que... Il y a un film qui s'appelait Soleil vert dans les années 70, et donc où les vieux terminaient en plaquettes à manger pour les autres. Donc, et puis à part ça, donc j'ai une question pour Anthony. Oui, Anthony, est-ce que ce métier très particulier quand même, dans la chaîne des métiers qui existe, on va dire, est-ce que ça a changé votre relation à la vie, à la mort, et surtout, est-ce que ça a impacté votre vie sociale? Est-ce que vos amis ont une façon différente de vous regarder? Très très bonne question. D'abord par rapport aux abattoirs qui sont loin des villes, loin des habitations, etc. Il y a aussi des raisons de nuisances sonores, olfactives. Il y a de l'activité, il y a du monde, il y a des camions qui passent le matin très tôt à 5 heures, etc. Les gens n'aiment pas forcément avoir des abattoirs à côté de chez eux. Et d'autant plus que quand on monte un projet d'abattoir, il y a des permis de construire demandés et les voisins, ça ne leur plaît pas souvent. Donc il y a souvent des petits problèmes à ce moment-là. Concernant ma vie sociale, en vrai, mon regard, moi je suis issu du monde agricole à 100%, très rural. On tuait le cochon chez moi depuis que je suis tout petit. J'ai tenu des poulets pendant qu'on les saignait quand j'avais 3 ans. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec ça, de peur, d'inquiétude. Il n'y a pas de tabou chez nous. Enfin, moi, enfant, mes parents agriculteurs, on avait des brebis, on avait des vaches, on avait des poulets. C'était un peu le quotidien de vivre avec la mort des animaux.
des vélages qui tournent mal ou des vélages qui tournent très mal. J'en ai vécu des étouffements de poulets pendant la nuit parce qu'il y avait du bruit, etc. J'en ai vécu aussi. Enfin, c'est des aléas qui sont tristes, qui sont pénibles, mais qui existent chez tous les éleveurs. Et peut-être que moi, je me suis forgé mon caractère comme ça, j'en sais rien. Mais quand je suis arrivé dans l'atelier d'abattage, alors je ne dis pas que ça ne m'a rien fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce geste-là de tuer un animal, c'est lever la main qui est capable de le faire. Sans réfléchir. Bon, vous n'êtes pas très nombreux. C'est quelque chose qui ne vient pas tout seul. Voilà, c'est pour ça. On regarde d'abord comment font ceux qui savent le faire. On apprend. Et finalement, les blocages qu'on peut avoir disparaissent petit à petit, sans pour autant ne pas respecter les animaux. Je sers énormément de bouchers, et les bouchers me disent, alors on n'est même plus sur l'abattage et sur la mise à mort, mais moi je vends mes poulets avec le cou et la tête, de manière traditionnelle, très jolie, avec une belle étiquette, etc. Et mes bouchers me disent que 20 à 30% de leurs clients demandent à ce qu'on coupe la tête des poulets. Pourtant, on peut la donner au chat, on peut la donner au chien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais les gens vont rechigner à couper la tête du poulet. Pourtant, on est passé derrière le cap. Et ça, c'est un cap à passer. J'ai des salariés, alors hors abattage, mais plutôt en partie découpe et préparation des commandes chez nous, qui sont amenés à faire de la découpe au couteau, qui sont amenés à couper des têtes pour des clients, des rôtisseurs. Je le sais et ils me le disent, les premiers jours, ils ont cette appréhension de le faire. Ou ils ont cette appréhension quand ils savent qu'ils vont commencer chez moi et qu'ils auront à le faire tôt ou tard. Mais en vrai, c'est des choses qui passent. C'est des choses qui passent. Peut-être juste sur le rapport entre mort humaine et mort animale, c'est une très bonne question et que moi j'essaie de me poser actuellement parce que, alors, notamment parce que dans le poste que je viens de commencer, c'est à la faculté de médecine de Montpellier. Et donc, moi j'ai vu ça comme une opportunité de mettre en relation, on va dire, toutes les travaux en sciences sociales sur l'évolution du rapport à la mort humaine et avec ce que moi j'avais vu lu sur la mort animale. Et bon, évidemment, c'est toujours hasardeux de commencer à faire des comparaisons, parce que c'est des processus qui sont assez différents, c'est des rapports aussi à la mort qui peuvent être différents, mais c'est quand même intéressant de voir certains recoupements. Par exemple, si on regarde la production scientifique à partir des années 70, en France, il y a eu un regard très critique. Alors, il y avait des travaux d'un certain nombre de personnes comme Vauvel, comme Ziegler. Et il y a eu une thèse qui a été forgée, qui avait un tabou, un déni de la mort dans les sociétés occidentales. Et finalement, côté mise à mort animale, on retrouvait un petit peu la même chose chez certains auteurs qui, sous l'effet de l'industrialisation de l'abattage, de la mise à distance des lieux de mise à mort, qui avait finalement une technicisation croissante de l'acte et une perte de sens, quoi. Donc c'est un peu des choses qui sont partagées. Après, à savoir si on glisse très rapidement, je trouve, dans une espèce d'évaluation des fois qui est un peu délicate, savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est très compliqué, on est face à la mort, et ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un sociologue qui parle de neutralisation de la mort. C'est-à-dire que chaque société met en place des défenses culturelles pour socialiser la mort, parce que c'est un désordre et qu'on ne la balaye pas d'un revers de la main. Et ça, je pense que s'agissant de la mort animale ou de la mort humaine, selon des modalités différentes, on retrouve des processus de neutralisation. Et aujourd'hui, je pense qu'elle se fait énormément, en tout cas en abattoir, sur la question de la douleur. C'est vraiment l'insensibilisation qui devient aujourd'hui un objectif suprême. C'est-à-dire que c'est un animal qui meurt avec une part de souffrance, on est de plus en plus sur le registre de l'intolérable, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois inacceptable sur le plan intellectuellement, on ne comprend pas qu'il puisse y avoir une part de souffrance, ça nous heurte, et ça va venir nous choquer même au niveau de nos sensibilités. Donc c'est la conjonction vraiment entre l'idée et le spectacle même de la mise à mort, etc., qui va faire que on a la question
de la douleur, de voir la douleur et même de savoir qu'il peut y avoir une part de l'autre douleur dans la mort des animaux, ça devient de plus en plus inacceptable, je pense, aujourd'hui. Justement, par rapport à l'importance qu'on donne à la souffrance animale, moi j'ai remarqué depuis que je travaille en abattoir que les prescriptions et les contrôles ont beaucoup changé. Il y a 10 ans, donc je suis contrôlé forcément en tant qu'abattoir agréé européen, je suis contrôlé par les services de la DDPP très souvent, parfois une fois par mois, parfois tous les 2-3 mois, des contrôles inopinés, des contrôles annoncés. Et il y a 10 ans, on me contrôlait sur l'hygiène, sur les méthodes, sur la propreté, etc. Aujourd'hui, on ne regarde quasiment plus ça et on regarde la qualité de l'endormissement des volailles et le fait que les animaux ne souffrent pas. Voilà, c'est ce qui est contrôlé de plus en plus maintenant. C'est 80% des contrôles. Merci pour le film. C'est un peu chelou, mais je trouve que ça rejoint les discussions qu'on a eues hier sur le côté produit fini. Enfin, hier, il y avait un film sur les jeunes et qui découvraient qu'en fait, le légume que tu as dans ton assiette, il vient vraiment du champ, etc. Et moi, en tout cas, je fais un parallèle avec ça. Et je trouve ça rigolo, en plus, d'aborder ce sujet de la mort tabou dans une région où on peut réunir des milliers de personnes dans une arène pour regarder de la mise à mort et même sans endormissement, quoi. Et bref, je me demandais, donc c'est une question pour tous les quatre, qu'est-ce qui culturellement, du coup on voit bien que c'est juste une histoire d'acculturation, de culture autour de ça, quoi. Qu'est-ce qui existe déjà, vous avez cité un peu, ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pas qu'on reconscientise ou qu'on puisse être reconfronté à cette question de oui, en fait, le bout de viande que j'ai sous plastique, là, en fait, c'était un animal qu'il a fallu tuer à un moment donné. Est-ce qu'il faut généraliser les visites d'abattoirs ? Est-ce qu'il y a des exemples comme ça dans des pays de pratiques qui se font autour de ça ? J'aime beaucoup l'idée de l'éleveuse après tout, c'est ceux qui vont le manger qui ont qu'à le tuer, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer avec ça ? Enfin, voilà, comment on pourrait rendre cette utopie réelle ? Moi, j'ai fait mon job là-dessus. Ça va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour revisibiliser, quoi, grosso modo ? Moi, je trouve, à titre personnel, que justement l'abattage à la ferme, c'est intéressant parce que ça relie avec la question de l'élevage. Et encore une fois, les abattoirs sont des lieux uniquement de mise à mort. Certes, on peut y aller, effectivement, mais je trouve que la question du sens, elle est très difficile à trouver. Parce que, de fait, on est dans la production. On est dans des contraintes de flux, on est dans des contraintes sanitaires, dans des contraintes techniques, économiques, etc. Donc, dans ce milieu-là, je trouve assez compliqué de discuter du sens de la mise à mort des animaux. Ça ne veut pas dire que c'est des lieux de barbarie. Moi, je ne pense pas forcément que ce soit des lieux de barbarie ou d'horreur absolue. Voilà. Pour moi, la problématique, elle est autour du flux, en fait. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un abattoir industrialisé avec une chaîne, vous avez une obligation, une continuité des opérations productives, alors plus ou moins rapidement. Et c'est le fait d'être contraint justement par ce rythme-là, qui fait qu'il n'y a plus de temps. On ne peut pas prendre le temps de mettre à mort l'animal avec une forme de ritualisation, même là, comme on a pu voir sur les images. Ne serait-ce que les caresses, ne serait-ce que parler à l'animal, etc. Tout ça, c'est pas possible, parce que le contexte de production ne le permet pas. Donc je trouve que ces modèles, ces pratiques alternatives, quelles qu'elles soient, je veux dire abattoir mobile peut-être, abattage à la ferme, je trouve ça intéressant du point de vue du rapprochement du consommateur, du citoyen, de l'éleveur et de la personne qui met à mort les animaux, si jamais c'est pas l'éleveur lui-même. Donc je trouve que c'est assez pédagogique. Après oui, il y a peut-être des portes ouvertes d'abattoirs, mais en général ces portes ouvertes, c'est rarement pendant qu'il y a la production, quoi. Moi, de ce que j'ai pu voir quand je suis allé dans des journées portes ouvertes, la chaîne ne tourne pas. On voit les installations, il y en a qui le font, mais c'est assez rare. C'est assez rare parce qu'il y a une méfiance en fait
de la part des professionnels qui se disent ils veulent voir la mort, mais ça va les choquer, qu'est-ce qu'ils vont dire derrière. Et de l'autre côté, il y a une méfiance aussi, une crainte d'aller dans ces lieux-là, quoi. Moi, au début, la première fois que je suis allé en abattoir, je me suis dit comment je vais réagir. Je ne me suis pas dit ouais, c'est super, je vais me régaler. Non, j'ai grandi à la campagne, mais pas dans un contexte avec des animaux, etc. Donc je me suis dit comment je vais réagir. Au final, ça s'est bien passé. J'ai pas fait de cauchemar, je suis pas allé en traînant les pieds, etc. C'est pas plaisant, c'est pas un milieu plaisant. Mais effectivement, moi, ce qui m'a marqué, moi, personnellement, en multipliant les enquêtes en abattoir, il y a la question animale, mais pour moi, c'est la question du travail qui m'a fortement marqué. Parce que je ne vois pas qui, aujourd'hui, c'est vraiment une minorité de personnes qui est capable de faire ce que ces personnes-là font. Donc, ça donne à réfléchir, oui, sur le... Parce que voilà, c'est un travail qui est très... on est dans une taylorisation des pratiques qui est très forte encore. Donc ça questionne. Ça questionne, et pas seulement sur l'animal. Moi, ça m'évoque un roman. Alors, j'ai oublié le nom du titre et le nom de l'autrice, donc ça va pas vous aider. C'est super anecdote, mais en fait, c'est le pitch, quand même, je peux vous dire, c'est une dame qui se met, j'en parlais qui se met à élever des poulets et qui vend des poulets avec des noms et des biographies des poulets sur l'étiquette. Alors, évidemment, ça ne résoudrait pas le problème, évidemment, hein, mais je trouvais ça l'idée assez intéressante parce qu'on a vu, en fait, avec pas mal de documentaires, comment la question de la personnification, en fait, et la question du langage aussi, des mots qu'on utilise, est-ce que les noms on les fait disparaître, voilà, c'est très important. Mais je pense que c'est une bonne question, et je pense que le débat qu'on a eu là montre que c'est pas une question à laquelle on peut répondre simplement, mais qu'en tout cas, faire attention à la mort, c'est aussi faire attention aux vivants. Enfin, je crois que là, on voit bien le lien entre les deux, hein, que l'attention à la mort, le soin de la mort, c'est aussi un soin de la vie. Hein. Je pense que c'est ce que montrent beaucoup nos débats, ce film, etc. Voilà, mais là, on va devoir arrêter ce débat. Il pleut, hein, c'est ça, on entend la pluie qui tombe. Et voilà, on va faire une petite pause. Et merci à vous trois pour cette participation à ce beau débat. Merci.